avec un rêve. Je me réveille d'un rêve. Je me réveille et à mon réveil, je me souviens du rêve. En réalité, j'en ai fait deux assez importants cette nuit, ou plutôt ce matin. Alors ce rêve, je pensais à ces choses, aux espaces multiples, aux espaces non linéaires, aux espaces de Riemann, ce mathématicien. Oui, il va s'agir de topologie et de géométrie. On va partir des bases, donc la géométrie euclidienne qu'on a apprise à l'école, mais vraiment la base de la base. Ces concepts fondamentaux, une fois que nous les avons oubliés, que reste-t-il quand nous examinons les choses ? Alors ce rêve, qu'est-ce que c'était ? C'était un mot, c'était presque le titre d'un livre ou d'un article ou d'un chapitre. Quelque chose me disait ou me lisait, une phrase nominale si vous voulez, un titre. Intrication quantique par les espaces de Riemann. Était-ce au réveil, à la suite de ce rêve, ou était-ce hier soir, en m'endormant ? J'ai eu cette image. Les espaces de Riemann sont des démultiplications par feuillet du plan ordinaire. Oui, d'un plan. Mais notre réalité en 3 dimensions est constituée de plans. Un plan dans un sens, mettons un plan vertical, un plan horizontal et un plan pour la profondeur. Voilà qui détermine notre fameux cube. Prenons une section de plan, un petit morceau, oui, parce que ça va être difficile de conceptualiser un plan à l'infini avec un espace de Riemann. Donc je me disais, imaginons un plan, prenons un petit carré au centre, et puis après nous extrapolerons. Ce carré, nous allons le découper mentalement, mais en fait il fait partie de ce plan. Et puis faisons comme font nos compères avec leurs petits feuillets transparents, ils créent un espace de Riemann. Ils démultiplient l'espace si vous voulez, comme un peu le ruban de Möbius. Non, pas le même motif, mais le même principe. La façon de courber l'espace. Un plan ou un volume, ce n'est que 2 versions de la même chose. Si, je vous assure. Si vous prenez un matériau souple ou plastique, vous pourrez emboîter un volume dans un plan, mettons un tissu élastique ou du caoutchouc, sans avoir à faire de pince. Oui, parce que la géométrie qu'on nous enseigne, ça part d'un plan. Il faudrait découper pour emboîter un volume, en quelque sorte. Mais si l'espace était beaucoup plus plastique, il se prêterait facilement à être une sphère ou un plan. Ou si nous avons une vision de la géométrie à partir de matériaux vivants et plastiques, c'est pas du tout la même chose que si nous avons une vision à partir de feuillets inertes. Donc notre petit carré que nous avons plastiquement un peu étiré et puis découpé, refermé sur lui-même ou tournicoté, bien voilà ce bout de carré, de plan qui se dédouble en plusieurs feuillets, et ces feuillets correspondent à de l'espace-temps ou à de l'espace de conscience. Eh bien imaginons que ce petit carré que nous avons découpé, toute la surface de notre plan infini, se dédouble et se millefeuillette de façon continue ou discontinue sur toute sa surface. L'espace ne serait pas quelque chose d'inerte, de continu, mais quelque chose qui respire. L'espace que nous croyons continu et solide est peut-être quelque chose de polymorphe, discontinu, respirant, fluctuant. Essayons d'avoir de même un esprit polymorphe, souple, parfois discontinu, non linéaire, qui nous permet d'appréhender les choses tout à fait autrement. Venons-en à ces 3 dimensions. Parce qu'il y a à dire sur les 3 dimensions. Alors reparlons de cette matrice en 2 dimensions, ou en 3. Oui, c'est la même chose. Ben oui, c'est la même chose. En fait, il n'y a qu'une seule dimension fondamentale dans les 3 ordinaires. Enfin, oui et non. Ben, je vais vous dire comment je vois la chose. Ben, c'est assez simple. Notre matrice est en 2 dimensions. Une dimension spatiale. Eh bien, nous avons par exemple la hauteur. Ben, c'est une dimension spatiale. C'est une droite, fondamentalement. Un segment de droite, on va dire, puisque c'est une ligne qui part à l'infini dans les 2 sens. Et puis nous avons l'horizontale, mais c'est une droite. En fait, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence de nature entre la verticale et l'horizontale. Et puis nous avons l'oblique, là.
une horizontale, une verticale, une oblique. Alors l'oblique, elle nous indique un effet de profondeur que nous pouvons constater dans la vie réelle. Donc dans la vie réelle, on l'aperçoit très bien. Ça ne veut pas dire qu'elle existe, hein. Ça veut dire qu'elle est décodée comme telle. Mais là, mes 3 dimensions, on est bien d'accord que je les ai figurées sur un espace à 2 dimensions. Donc rien que ça devrait nous mettre la puce à l'oreille. Moi, je disais toujours, nous avons 2 dimensions avec un petit effet de profondeur. Mais ces 2 dimensions, c'est déjà la même. Donc l'effet de profondeur, c'est un effet. L'effet de vertical horizontal, c'est déjà un effet, parce que fondamentalement, nous n'avons qu'une droite. Comme ces effets de trompe-l'œil, ces pavés en trompe-l'œil, vous savez, ça crée un cube, mais c'est quoi? C'est des traits remplis de couleurs différentes, qui donnent une illusion de volume. Il y a des très bons trompe-l'œil, des trucs extraordinaires, d'ailleurs, des gens qui font des trompe-l'œil en 3D. Ils peignent des surfaces dans des volumes de pièces pour donner l'impression d'un volume, d'un autre volume. Par exemple, 2 murs, c'est extraordinaire. Les trompe-l'œil en 3D, enfin en 2D sur un mur et un autre mur et le sol. Vous voyez, à plat sur des surfaces qui se situent dans des plans différents. Mais des surfaces sont pas des volumes. Le mur, en soi, c'est une surface plate. Est-ce qu'on peut appeler ça un volume? Des plans qui sont translatés de l'horizontale à la verticale et de la verticale dans une autre verticale. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce mètre, qu'il soit dans un sens ou dans l'autre, c'est toujours le même mètre. C'est la même dimension fondamentale. C'est une dimension spatiale. Il n'y a pas de différence fondamentale de nature. De quoi est constituée une droite? Une droite est une succession rectiligne de points à l'infini dans les 2 sens. Mais qu'est-ce qu'un point? Ça j'aime bien. Vous allez adorer. Un point? Eh bien c'est une surface sans étendue. C'est un concept pointu, précis. Le point est une surface sans étendue. Alors reprenons. Une droite qui est constituée d'une succession d'espaces sans étendue est une ligne. Donc une droite est une ligne virtuelle. Alors ma droite, elle est virtuellement infinie et elle est virtuelle de toute façon puisqu'elle est constituée d'une succession continue, donc une infinité de points sans étendue. Alors un point sans étendue, est-ce qu'on peut dire qu'il appartient à une dimension, qu'il constitue lui-même une dimension? Non. Un point, c'est une absence d'espace, donc une absence de dimension. Je vais l'appeler la dimension 0. Ben oui, il y a une dimension 0. Comme il y a un 0, alors à l'aide de cet espace sans étendue appartenant à la dimension 0, nous pouvons virtuellement créer une ligne qui s'étend à l'infini, dans les 2 directions. Une fois que nous avons une droite, eh bien mentalement, dupliquons-la. Eh bien faisons pivoter l'une des 2, plouc, voilà qu'elles se croisent. Dans un espace à 2 dimensions, elles se croisent. Dans un espace à 3, elles pourraient être l'une au-dessus de l'autre, sans jamais se toucher. Mais dans un espace à 2 dimensions, si j'en ai une dans un sens, une dans l'autre, j'ai un point d'intersection. Un point sans étendue, bien évidemment. Donc, elles s'intersectent, mais elles se touchent pas. Mais elles peuvent pas se toucher de droite, puisqu'elles sont constituées d'espaces sans étendue. Bref, nous avons un plan. Un plan en 2 dimensions. Un plan comme une feuille de papier. Et pour l'instant, nous considérons qu'il est plat, plan, qui ne se courbe pas, on va pas courber l'espace pour le moment. Ce plan, il est constitué, virtuellement, d'une infinité de droites qui se touchent de façon contiguë. Mais fondamentalement, cette surface d'encre, elle est constituée, on est bien d'accord, de points sans étendue. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à faire la même chose. Nous allons décaler notre cube, pas juste les plans qui constituent ces surfaces, mais tout. Nous allons avoir un cube solide constitué d'une infinité de points sans étendue qui se touchent de façon continue. Donc même quelque chose de solide, insolide, est virtuellement constitué d'espaces sans étendue contigus.
si elle est vraiment constituée d'espaces sans étendue. Alors vous allez me dire, c'est des mathématiques. Oui, mais tout ce que nous voyons, c'est des mathématiques. Si vous regardez une fleur à 5 pétales, elle manifeste le pentagramme, c'est-à-dire une figure à 5 côtés, 5 arêtes, avec un centre, mais fondamentalement, la ligne directrice de la plante, son plan de montage, si vous voulez, c'est une forme géométrique pure. Cette forme géométrique pure, elle est déjà inscrite, non pas dans la graine, mais dans le plan de montage virtuel de la plante. Je résume. Le 0, c'est l'absence d'espace, l'absence de dimension. Le 1, la première dimension, issue de l'absence d'espace. La première dimension, c'est la projection linéaire de l'absence d'espace. La projection linéaire d'un espace sans étendue. 2, c'est la déclinaison de la première dimension par projection radiale autour d'un point. Eh bien, la sphère, c'est la projection d'un segment de droite autour d'un axe, dans tous les sens. Donc une projection radiale dans tous les sens d'un segment de droite autour d'un point nous donne une sphère. Mais reprenons. 0, absence de dimension. 1, première dimension issue de l'absence d'espace. C'est la projection linéaire, c'est la droite. 2, la déclinaison de la première dimension par projection radiale dans tous les sens nous donne à la fois le plan et l'espace. Le plan et l'espace ne sont pas fondamentalement différents l'un de l'autre. C'est comme si on dépliait le plan ou qu'on le repliait sur lui-même. On obtient un volume. Mais les deux sont virtuels. Donc nous n'avons pour l'instant qu'une seule dimension, par projection radiale d'une extrapolation d'un point sans étendue. Pas mal, hein? Alors je vous ai dit, il y a 2 dimensions. Il y en a quand même 2. Plus exactement, il y a au moins un effet de profondeur. Et cet effet de profondeur, et cette projection radiale, et cette extrapolation sont rendus possibles par la 2e dimension. La 2e dimension est d'une nature tout à fait différente de la première. La 2e dimension, c'est ce que nous appelons le temps linéaire. Oui, le temps linéaire. Parce que le temps non linéaire, discontinu et tout ça, peut-être qu'il faudrait l'appeler autrement. En tout cas, notre espace tridimensionnel, c'est l'espace-temps. Pour passer d'un espace virtuel sans étendue, donc un espace qui n'a pas d'étendue, c'est un espace sans espace. C'est un concept. C'est quelque chose qui existe sans exister. C'est un germe, si vous préférez. Oui, vous pensez peut-être que j'exagère et que, de toute façon, ces points, ces droites, ces espaces, ces plans existent virtuellement sans qu'on ait besoin de les tracer ou de les créer. Oui, c'est possible. Mais ils existent aussi simultanément sous forme de points, de droites et d'espaces ou tridimensionnels. Mais sans le temps, nous n'avons pas de matérialisation. Tout reste à l'état virtuel. Donc pour tracer une droite, il faut partir d'un point jusqu'à un autre point, virtuellement jusqu'à l'infini, dans les 2 sens. Donc pour aller du 0, absence de dimension, jusqu'à la première dimension, on se sert du temps. Il y a une 4e dimension qui est considérée en mathématiques ana-kata, oui, comme anabolisme et catabolisme, c'est-à-dire développement et destruction, il me semble, quelque chose un peu comme ça, mais c'est pas le temps. Le temps, c'est encore une autre dimension. Enfin, ce n'est pas considéré comme une dimension. Qu'il s'agisse du temps ou de quelque chose d'un petit peu plus subtil, nous avons 2, entre guillemets, dimensions de nature fondamentalement différentes. Une purement topologique et une transformative, translationnelle, c'est-à-dire qui nous permet de passer d'un état à un autre. Pour résumer, je dirais qu'une droite est une ligne constituée par le dédoublement infini d'un espace sans étendue sous l'action du temps linéaire, que j'ai appelé la 2e dimension. La première dimension étant l'extrapolation d'une absence de dimension. Tout ça pour arriver au fait que la réalité telle que nous la connaissons, la réalité en 3D, n'est peut-être pas si réelle que ça. C'est pour ça qu'elle se télescope si facilement avec d'autres réalités. Pour peu que notre esprit ne soit pas trop bridé.
Nous avons donc 0 plus 1 plus 1 plus 1 égale, soit 1, une seule dimension, soit 3, la 3D ordinaire. Vous voyez, on peut le dire d'une façon ou d'une autre, ça n'est pas problématique. C'est la question de la nature de ces 3 dimensions. Elles sont de nature identique, les 3. Regardez, 0, rien. 1, une droite dans un sens. 1, une droite dans un autre sens. 1, une droite encore dans un autre sens. On peut les faire tourner sur elles-mêmes indéfiniment. Et 3, l'élément non spatial qui permet 1, la distorsion spatiale et 2, la relation entre les constructions spatiales. Oui, parce que généralement, ce qu'on appelle la 3e dimension, c'est la relation entre les différences de plans dans lesquels s'inscrivent les droites. Mais voici qui nous ramène aux espaces de Riemann. 2 points qui sont 2 espaces sans étendue, qui se télescopent et se dissocient, ça n'a rien d'extraordinaire. Ben oui, nous venons de voir que ça s'appelait une droite. 2 points qui se dupliquent et se dissocient. Oui, il faut plus de 2 points, mais s'il y en a 2, il y en a peut-être plus. Mais jusqu'à présent, nous nous étions tenus à la géométrie euclidienne. Puisque la réalité est en volume. Si je me regarde à travers un miroir qui est un plan plat, est-ce que la platitude du miroir ne déforme pas, n'aplatit pas la réalité? Ah ben c'est amusant ça, hein? Mais puisqu'à l'intérieur du miroir, on voit les volumes, on voit même des profondeurs. Ah mais le miroir, c'est un gros morceau, un très très gros morceau. En tout cas, nous nous en sommes tenus jusqu'à présent aux géométries euclidiennes. Mais les amis, qu'est-ce qu'on fait des géométries non euclidiennes? La conjecture de points carrés, les espaces de Riemann, pour ne parler que de cela. La sphère quadridimensionnelle de points carrés. Eh ben, quand on la représente, c'est une sphère en 3 dimensions. Parce que la 4e dimension est vraisemblablement d'une nature différente, elle ne peut pas être rendue sur une feuille de papier. Qui sait conceptualiser une sphère à 4 dimensions? N'y aurait-il pas quelques esprits parmi nous qui ne sont pas véritablement assujettis à la nature proprement plate de notre réalité? Est-ce que je peux dire que l'une des faces du cube est fondamentalement différente d'une autre face? La face posée sur la table est différente de l'une des faces verticales? Moi, je ne le crois pas. La collusion de 2 illusions de nature différente nous fait croire à une réalité limitée. Extraordinaire, non? Tout d'abord, c'est quoi les dimensions d'un espace? Pourquoi dit-on qu'on est en 3D? Pourquoi 3? Eh bien, pour continuer notre exploration dans les méandres du réel, sur les chemins de l'illusion, je vous propose une divagation en 4e dimension. Mis à part les démonstrations de nos brillants vulgarisateurs mathématiques, nous aurons plutôt à nous mettre sous la dent du symbolique, de l'ésotérique, comme toujours bien indétectable, mais finalement peu caché. On sait que les coordonnées GPS permettent de repérer n'importe quel point sur Terre. Donc là, ce qu'on voit d'ailleurs, c'est un damier maçonnique qui va nous aider à découper l'espace, mais cette surface est bombée. Elle est bombée comme est censée être la surface de la Terre sur laquelle nous vivons, qui est ici représentée bien sûr par le globe obligatoire. Poursuivons. Si je vous donne une latitude et une longitude, vous savez exactement de quel point je parle.
Par exemple, la latitude 48, 85, 83, 70 et la longitude 2, 29, 44, 81 nous donnent la position de la tour Eiffel. Deux nombres permettent ainsi de repérer n'importe quel point à la surface de la Terre. La surface de la Terre est en 2 dimensions. Alors ça, c'est extraordinaire. La surface de la Terre est en 2 dimensions. Et oui, c'est courbe, mais c'est 2 dimensions. Alors, l'espace n'est pas complètement plan, puisqu'il y a des reliefs. On nous dit qu'il est courbé, puisque c'est une boule. Mais effectivement, nous vivons, et c'est un fait, à la surface d'un monde en 2 dimensions. Nous sommes des petites choses à la surface d'un espace en 2 dimensions. Mais si je vous donne rendez-vous sur la tour Eiffel, on risque de se louper, car en plus, il faut que je vous précise à quel étage il faut qu'on se retrouve. Il faut une 3e coordonnée. Amusant, persistance des symboles. Cette tour Eiffel se retrouve également dans le petit film qui a été fait sur Henri Poincaré. Cette tour Eiffel qui est une courbe mathématique, Paris, ville emblématique, la tour Eiffel sur la terre boule. Mais c'était une petite remarque en passant, bien sûr. Notre espace est un espace à 3 dimensions, car il faut 3 nombres pour localiser un lieu précis. Sans l'étage, je ne sais pas où vous trouvez sur la tour Eiffel. Sans la latitude, je ne sais pas où vous trouvez sur le parallèle. Et sans la longitude, vous pouvez être n'importe où sur le méridien. Bien évidemment, nous avons nuancé cette idée de platitude, puisque il va falloir prendre en compte la notion de hauteur. Mais fondamentalement, comme nous l'avons déjà vu, est-ce que rajouter des feuillets sur les feuillets, est-ce que c'est une véritable 3e dimension ? Ou est-ce que c'est, comme on pourrait dire, un dédoublement du plan, juste donner une épaisseur au plan, une épaisseur même virtuelle? Fait-il de ce plan un espace en 3 dimensions ? Oui, je sais, c'est tordu, mais on pourrait se poser la question exactement comme la surface d'une sphère qui est en 2 dimensions. La surface est en 2 dimensions, mais la sphère, c'est 3 dimensions. Ça dépend comment on conçoit l'espace. C'est bien pour ça que la topologie a été inventée par Poincaré. Est-ce qu'un plan refermé sur lui-même qui devient une sphère est un espace en 3 dimensions ? Ou est-ce que ça reste un plan et ce plan est courbe ? On peut se poser les questions de différentes manières. Et c'est justement les gens comme Poincaré qui posent des questions avec un esprit ouvert, qui font entre guillemets évoluer la science. Mais si c'est toi qui poses les questions comme ça, tu n'es bien sûr qu'un abruti qui n'a rien compris aux maths. Vous voyez un peu la nuance ? Nous vivons dans un monde 3D parce qu'il faut 3 axes pour repérer n'importe quel endroit dans l'espace. 3 est le nombre d'axes qui est nécessaire, mais qui est aussi suffisant. Et là, ça me fait immédiatement penser à la symbolique du 3. Vous savez, outre les 3 points maçonniques qui ont certainement un très grand nombre de significations, peut-être aussi les 3 dimensions conventionnelles de notre monde, longueur, largeur, hauteur, mais aussi, vous savez, dans les contes de fées, les formules magiques où les choses doivent être dites 3 fois. Dans les cultures traditionnelles, il y a des choses qui se font 3 fois, comme refuser 3 fois un cadeau et l'accepter à la 4e fois. Les 3 passes du thé chez les Sahraouis et tout ça. Il y a beaucoup de choses qui se comptent en 3 dans notre monde, et ça a une réalité psychique, non pas psychologique, mais psychique ou mentale, ou au-delà du mental. Quand on répète exactement la même chose 3 fois, la première, le mental l'a comprise. Si on marque une pause et on répète mot pour mot, là le mental dit mais tu l'as déjà dit, donc ça l'arrête, ça commence à le mettre un peu en une forme de dissonance. Et la 3e fois c'est trop pour lui, on peut pas répéter 3 choses comme ça, le mental il lui faut toujours du nouveau. Et moi je dirais que ça s'appelle frapper à la porte du subconscient. 3 est le nombre d'axes qui est nécessaire, mais qui est aussi suffisant. Alors certains d'entre vous vont me dire « Oui, mais le temps est une 4e dimension. » Et effectivement, on va se louper sur la tour Eiffel si on ne convient pas en plus de l'heure du rendez-vous. Il nous faut bien une 4e dimension. Oui, mais le temps n'est pas de l'espace. Le temps, c'est le temps, l'espace, c'est l'espace. Et c'est bien pour cela qu'il conviendrait d'avoir une nomenclature plus précise. Quand on dit dimension, on parle des plans spatiaux, 2D, 3D, 4D, il s'agit de plans spatiaux, mais pas à proprement parler de dimensions. Quand on parle de dimension, l'autre dimension, les autres dimensions, il ne s'agit pas forcément de dimension spatiale. Il s'agit d'un ensemble de choses connues ou non connues,
et qui définissent des espaces-temps ou autre chose. On arrive facilement à visualiser les espaces avec moins de dimensions. Un espace à une dimension est une ligne, par exemple une droite, un cercle ou n'importe quelle courbe. Pour se repérer sur une courbe, il faut se donner un point d'origine et on mesure les distances à partir de ce point. Si je vous donne rendez-vous au point 3 à droite, vous savez où c'est. Un espace à 2 dimensions est une feuille de papier, une sphère ou n'importe quelle surface. Pour se repérer, il faut dessiner un quadrillage en convenant d'un point d'origine. On donne un nom à chaque direction. Par exemple, est-ouest et nord-sud à la surface de la Terre ou gauche-droite et haut-bas sur une feuille de papier. 2 nombres permettent de situer n'importe quel endroit sur une surface. Un espace à 3 dimensions est celui que nous connaissons. Il nous faut 3 axes, par exemple est-ouest, nord-sud et haut-bas. Et rien ne nous empêche de continuer. On peut imaginer des mondes à 4, 5, 6 dimensions et même plus si on veut. Il suffit d'imaginer que des axes supplémentaires sont indispensables pour se repérer dans ce nouvel hyperespace. Aujourd'hui, on va se limiter à 4 dimensions. On va simplement se dire que notre monde 3D n'est qu'une feuille de papier 3D posée sur une table 4D. Il y a un 4e axe qui nous traverse et qui mène au-delà de notre espace usuel. Visualiser la 4e dimension peut paraître impossible, puisqu'on n'a pas de notion intuitive de ce 4e axe qui nous traverse. On peut néanmoins s'en faire une idée, et voici comment. Prenons un monde plat en 2D. On va l'appeler le plat pays. Disons qu'il est peuplé d'habitants qu'on va appeler les platistes. Du plat pays, eh bien, vous connaissez peut-être, c'est le théologien Abbott, qui était pasteur, j'imagine, qui a écrit ce livre que nous lirons peut-être, Le plat pays, qui est une fiction où un personnage, je crois, de la 3e dimension s'adresse à des personnages en 2 dimensions et décrit leur monde. Je crois que c'est ça parce que le nom de l'auteur, c'est Un carré. Il me semble que c'est ça, et il faudra regarder un petit peu plus près. Mais bon, ça mérite d'être lu, certainement, ce petit truc. Il y a eu des adaptations en vidéo qui ont été faites, et il a connu un grand nombre de rééditions dans tous les sens. Et à propos de platistes, un des vulgarisateurs mathématiques, je ne me souviens plus lequel, qui parle de reptiles. Oui, parce qu'il rampe. Et oui, reptile, ça veut dire qu'il rampe. Donc les habitants de la 2e dimension sont des reptiles. Il les appelle les platistes et nous pourrions les appeler les reptiles. C'est amusant. Le plat pays est parsemé de figures plates, des carrés, des cercles, des triangles. Les platistes se promènent dans ce monde, ils font des portes à leur maison, ce qui leur permet d'y entrer et d'en sortir. Les platistes ont le même problème que nous. Comment peuvent-ils se représenter la 3e dimension ? Voilà qui nous amène immédiatement quelques réflexions sur la nature de notre monde et des choses cachées. L'intérieur et l'extérieur, le haut et le bas. Oui, parce que si la sphère est un espace fermé, comme vient de nous le dire notre ami, refermé sur lui-même, un plan refermé sur lui-même, un intérieur et un extérieur, sur une sphère, peuvent correspondre à un dessus et un dessous sur un plan. Vous vous souvenez de notre fameux plan à l'infini, de notre sphère à l'infini ? Eh bien, on a un envers et un endroit. Et quand on referme le plan sur lui-même, cet envers et cet endroit deviennent un intérieur et un extérieur. Mais continuons, ça va devenir intéressant. Ils imaginent qu'il y a des figures fantastiques, comme les sphères, les cubes, les cônes, les cylindres, mais ils sont incapables de se les représenter avec leur intuition limitée à la 2D. L'idée qu'ils ont est alors très simple. Puisqu'ils ne peuvent pas accéder au 3e axe, ils vont faire venir le 3e axe à eux. Ils vont replier mentalement le 3e axe dans leur plat pays. En repliant cet axe, c'est comme s'ils repliaient tout l'espace 3D sur le plat pays. Alors tout est déformé bien sûr. Les objets volumineux sont devenus des figures toutes plates, des objets distincts dans l'espace 3D se retrouvent au même endroit, mais désormais, les platistes ont un peu accès au monde merveilleux de la 3e dimension. Il y a différentes manières de replier cet axe. Un des moyens est tout simplement de prendre une photo. Prendre une photo, c'est replier les 3 axes de notre monde sur une photo plate. Sur une photo, les sphères sont des disques, 2 objets distincts peuvent se retrouver au même endroit et il y en a alors un qui cache l'autre. Géométriquement, prendre une photo, c'est se donner un plan
et écraser dessus tout ce qui est visible. Une photo est un plat pays dans lequel nos platistes peuvent se promener pour explorer le monde 3D. Une manière de représenter comment fonctionne une projection est de découper l'espace en tranches successives parallèles au plan de projection. Chaque plan coupe les objets qu'il traverse et donne une forme 2D particulière. Il suffit ensuite de fusionner les plans entre eux et dans le bon ordre pour obtenir le résultat de la projection. En fait, quand on prend un appareil photo, il y a une perspective. Mais ça compliquerait trop les choses, et je ne suis pas sûr d'y arriver, de parler de perspective en 4e dimension. Donc on va conserver cette méthode, une projection orthogonale de la 4e dimension vers la 3e dimension. Pour accéder au monde 4D, nous allons faire comme les platistes. Nous allons replier le 4e axe dans notre espace 3D. Ce faisant, tout l'espace 4D va se retrouver aplati dans notre monde 3D. Pour nous, le plan de projection n'est pas un plan, mais un volume de projection. On va donc découper l'espace 4D en tranches 3D parallèles, se succédant dans la direction de l'axe de projection. Pour mieux se comprendre, il faut donner un nom aux choses. On a la longitude, la latitude, l'altitude, et donc je vous propose de nommer le 4e axe la quadritude. C'est un néologisme. On peut se déplacer sur le 4e axe, c'est-à-dire changer de quadritude, en découpant une tranche 3D parallèle au volume de départ. Mais il s'agit d'un plan différent pour chaque tranche. Quadritude 0, c'est notre espace 3D. Quadritude 1, une tranche 3D parallèle à notre univers 3D et qui se trouve à 1 mètre de distance sur l'axe de la 4e dimension. Nous allons projeter quelque chose de très simple, une sphère. La sphère est définie uniquement dans notre tranche 3D. Quand on change de quadritude, la sphère disparaît. C'est ce qui se passe avec les platistes lorsqu'ils observent un cercle tracé dans leur espace 2D. S'ils changent d'altitude, leur plan passe au-dessus du plan où est tracé le cercle, ils ont l'impression que le cercle a disparu. Pour avoir quelque chose de plus intéressant, les platistes décident de faire tourner le cercle dans l'espace 3D. Après cette rotation, le cercle n'a pas complètement disparu car il reste 2 points d'intersection avec leur plan. À notre tour de faire tourner la sphère dans l'espace 4D. Après la rotation, il reste juste un cercle dans notre espace 3D. La rotation a donné une quadritude non nulle à tous les points de la sphère, sauf au point du cercle restant, dont la quadritude est restée nulle. La rotation du cercle chez les platistes a donné une altitude non nulle à tous les points du cercle, sauf au couple de points à l'intersection du cercle et du plan. Les platistes peuvent utiliser un ascenseur pour changer l'altitude de leur plan. Chaque fois qu'ils s'élèvent ou qu'ils descendent, ils observent un nouveau couple de points. Plus précisément, à mesure qu'ils montent, les points d'une part se rapprochent l'un de l'autre et, d'autre part, s'éloignent de la position de départ vers la droite. Arrive un moment où les 2 points se rejoignent. En continuant à monter, le plan d'observation est au-dessus du cercle, les platistes ne voient plus rien. Sous le plan de départ, les points d'intersection se rapprochent aussi l'un de l'autre et s'éloignent dans la direction opposée, vers la gauche, pour finir là aussi par fusionner puis disparaître. Revenons à notre monde 3D et à notre sphère. On la fait tourner dans l'espace 4D et elle disparaît, sauf un grand cercle. Ce sont les points qui restent avec une quadritude nulle. Prenons l'ascenseur de la 4e dimension qui nous fait voyager dans des univers parallèles aux nôtres avec une quadritude non nulle. Le croisement de la sphère avec ses univers 3D est un cercle. Plus on s'élève en quadritude, plus le cercle d'intersection est petit et plus il se déplace. Il se déplace vers la droite comme les 2 points des platistes, mais il se déplace également en altitude. Arrivé à une certaine quadritude, le cercle se réduit à un seul point et au-delà, plus aucune intersection. Si on se déplace dans des quadritudes négatives, sous notre univers 3D de départ en quelque sorte, le cercle d'intersection diminue de taille et se déplace dans la direction opposée, vers la gauche et vers le bas. Là encore, on finit par arriver à une quadritude où le cercle disparaît. Notons un point important. Avant de faire tourner la sphère, on ne voit que l'extérieur de celle-ci, ou alors que l'intérieur si on est dedans. On ne voit que l'intérieur ou que l'extérieur, pas les deux à la fois. Même quand on fait le tour, on ne voit que l'extérieur. La sphère est une figure fermée. Lorsque la sphère tourne dans la 4e dimension, il reste des cercles dont on peut voir simultanément une moitié intérieure
et l'autre moitié extérieure. En faisant le tour, on peut voir tout l'extérieur et tout l'intérieur des cercles. Ce sont des figures ouvertes. De la même manière, le cercle est une figure fermée pour les platistes qui ne voient que l'extérieur lorsqu'ils sont dehors ou seulement l'intérieur lorsqu'ils sont dedans. Les deux points d'intersection sont pour eux une figure ouverte. Ils voient l'intérieur d'un point et l'extérieur de l'autre. Maintenant qu'ils ont calculé tous les points d'intersection, nos platistes veulent avoir une image globale du cercle. Cette image ne vous aura pas échappé. De quoi s'agit-il ? Eh bien, d'un cercle virtuel fait de points. Ici, ces petites sphères représentent des points d'intersection. Mais du fait qu'elles sont représentées par des sphères, avec un intérieur, un extérieur clair, plutôt jaune, un extérieur foncé, bleu nuit, dirait-on. Qu'est-ce que vous voyez là ? Eh bien, mais les phases de la Lune. Une illusion optique. Laissons cette réflexion et cette image faire leur chemin dans notre esprit. Maintenant qu'ils ont calculé tous les points d'intersection, nos platistes veulent avoir une image globale du cercle. Et pour ça, ils doivent réunir tous les plans d'intersection en un seul. Comme l'ordre a de l'importance, juste avant de réunir les plans, ils décident d'élever tout le cercle vers le haut pour qu'il n'y ait plus d'intersection avec le plan de départ. De cette manière, tous les plans vont tomber dans la même direction, du haut vers le bas. Le premier plan à marquer le sol est celui où les deux points n'en font qu'un. Puis viennent deux points distincts, un peu décalés, et ainsi de suite. Les premiers points tombent l'extérieur en premier. À partir des deux points les plus éloignés, c'est l'inverse. Les points se mettent à tomber l'intérieur en premier. L'image résultante est une ellipse bicolore. Une moitié représente le cercle vu de l'extérieur et l'autre moitié de l'intérieur. Il s'agit à nouveau d'une figure fermée pour les platistes. Il peut paraître absurde de parler de l'intérieur et de l'extérieur d'un point. Les points sont mathématiquement des infiniment petits qui n'ont pas de côté. Et la forme qui est alors obtenue, les platistes ne peuvent pas l'avoir dans la globalité. Ils sont toujours obligés d'en faire le tour. Et ils constatent alors qu'il y a un côté bleu et un côté jaune, un intérieur et un extérieur. Ils se disent, c'est comme ça que les gens qui habitent la 3D voient les cercles. Ils voient l'intérieur et l'extérieur en même temps et... Voici qui a introduit une notion que j'ai vue passer quelque part, où il était question de la 4e dimension, non pas d'un point de vue strictement mathématique, entre guillemets scientifique, en tout cas scientifique admis et scientifique cerveau gauche excluant toute intuition du cerveau droit, enfin toute intuition non mathématique du cerveau droit. Il était question de ça, qu'en 4e dimension, il n'y a plus de secret. Pourquoi ? Parce qu'on voit l'intérieur et l'extérieur de toute chose en même temps. Est-ce que ceci n'ouvre pas la porte à de puissantes réflexions concernant la nature de notre monde ? Notre monde 3D, le monde des 3 points, est un monde de secrets, un monde de choses cachées, un monde où l'on peut tenir les choses cachées, littéralement, ésotérique à l'intérieur, exotérique à l'extérieur. Mais évidemment, nous verrions et comprendrions tout, pas uniquement l'intérieur des choses physiques. Il faut extrapoler un petit peu. Mais laissons cette réflexion également faire son chemin d'elle-même. Et effectivement, si on place notre smartphone sur le plan des platistes pour prendre le cercle en photo, on obtient exactement ce résultat, une ellipse bicolore. C'est bien comme ça que nous voyons les cercles. À notre tour de réunir les tranches circulaires de notre sphère tournée dans l'espace 4D. Nous avons pris soin, nous aussi, de changer la quadritude de la sphère pour que les tranches 3D tombent toutes dans la même direction. Les cercles successifs s'empilent pour former un ellipsoïde bicolore. Nous ne voyons pas l'ellipsoïde dans sa globalité. Nous devons en faire le tour pour le visualiser complètement et constater qu'il y a maintenant 2 couleurs, celle de l'extérieur et celle de l'intérieur. Et nous savons maintenant comment les habitants de la 4D voient les sphères. Des ellipsoïdes bicolores qu'ils voient globalement sans avoir besoin d'en faire le tour. Chaque ellipsoïde correspond à un angle de prise de vue différente. L'ellipsoïde se déforme de la même manière que la photo d'un cercle change en fonction de l'angle de prise de vue.
Bien, alors c'est un peu ardu parce que il faut se représenter des choses d'une manière tout à fait inhabituelle et je vous encourage à aller regarder la vidéo d'origine parce que c'est pas en une fois qu'on aborde des concepts qui sont complètement étrangers au mental et même à toute intuition possible recueillie depuis notre expérience dans ce monde. Le fait que les premiers cercles soient de la couleur de l'extérieur et les suivants de l'intérieur n'est pas très facile à comprendre. Voici un segment. Puis un triangle équilatéral. Et enfin, un tétraèdre régulier. Notre tableau magique nous permet de le dessiner dans l'espace. Comment continuer la série en dimension 4 ? On peut observer que le segment, le triangle, le tétraèdre ont 2, 3 et 4 sommets respectivement. On peut donc essayer de continuer avec 5 sommets. Essayons. Dans le segment, le triangle ou le tétraèdre, une arête joint tous les sommets 2 à 2. Nous devons joindre les 5 sommets entre eux. On compte. Dans le tétraèdre, il y a une face triangulaire pour chaque triplet de sommets. On procède de la même manière, ce qui nous donne une face triangulaire, 2, 3, 10 faces. Mais si on continue par analogie, il nous faut aussi ajouter une face tétraédrique pour chaque quadruplé de sommets. On en compte 5. Voilà, notre objet quadridimensionnel est construit. Baptisons-le simplex et faisons-le tourner dans l'espace comme nous avons fait tourner le tétraèdre. Bien sûr, il faut imaginer que le simplex tourne dans un espace de dimension 4. Ce qui complique un peu les choses, c'est que les faces s'en mêlent et se croisent. Regardez s'il vous plaît cet objet. C'est la projection virtuellement 3D, en 2D il est vrai, d'un objet de 4e dimension. Mais voilà qui nous rappelle quelque chose, d'un peu loin, mais l'analogie ne vous aura peut-être pas échappé. Et voici une excellente occasion de parler de la chose. Ça faisait longtemps et je me demandais bien comment j'allais l'aborder et qu'il a déjà été question entre nous des différences de dimension, de perspective, d'effets de volume. Et que ces effets de volume et ces projections dans des plans de variété moindre avec moins de dimensions semblent être toute la clé de ces religions à mystère et de ce qu'on tient éloigné de notre connaissance. Alors nous allons revenir à la 3e dimension. Et puisque nous en sommes au symbole, regardons celui-ci. On y voit le damier et les 2 colonnes. Sur ces 2 colonnes, nous avons le globe terrestre et le globe céleste. Mais le globe céleste est une vue de l'esprit, n'est-ce pas ? Eh bien, qu'en est-il du globe terrestre ? Et de son plan de projection virtuelle en damier, peut-être ? Les dimensions rituelles du match de football. Avant d'examiner ces modalités singulières, envisageons les caractéristiques formelles, les types de comportements, les figures symboliques dont l'assemblage persistant, et non quelques traits erratiques, incline à rapprocher le grand match de football d'un rituel religieux. Ah, nous y voilà. Mais allons un pas plus loin, bien sûr, et c'est ici que nous trouverons quelque chose de connu de nos chers frères, sur un site qui s'appelle Idéal Maçonnique. Donc c'est un site maçonnique, hein. Le symbolisme du football. Et nous voyons un magnifique ballon noir et blanc que la frappe puissante a amené dans les filets du goal, et nous voyons que ce filet est une résille en hexagone. Hexagone nous rappelle évidemment la structure du carbone, et le filet de la cage du goal, évidemment, ne peut que nous évoquer le feuillet de graphène, un feuillet de l'épaisseur d'un atome de graphite. On pourrait résumer une partie de football comme une confrontation entre 2 équipes avec l'objectif de mettre le plus de buts possible dans le filet de l'équipe adverse. Je vous rappelle que ça c'est une planche maçonnique, quasiment. Hein. Que cela soit à l'occasion de championnats internationaux ou de confrontations locales, partout dans le monde, un match de football déclenche la ferveur populaire. Oui, confrontation locale ou internationale, on voit que c'est partout. Il y a un stade de foot absolument partout, dans tous les petits villages. Rien que ça devrait nous faire comprendre qu'il y a une volonté occulte pour que ces espaces, soi-disant de jeu, soient omniprésents. La gloire des meilleures équipes et le statut de héros mythique, rien que ça, accordé aux meilleurs joueurs, tout cela ne peut que nous interroger.
Jusque-là, nous sommes absolument d'accord. Le football ne serait-il pas autre chose? Ne pourrait-on pas l'aborder avec une lecture symbolique? Comme s'il ne le savait pas déjà, bien sûr. Il y a plusieurs éléments qui méritent toute notre attention. Tout d'abord, le terrain. Ne serait-ce pas un carré long? Alors, dans l'image, c'est pas un carré long, mais on a 45 ou 90 mètres, 90 ou 120 mètres. Alors, 45, 45, 90, et 90 et 90, on devrait avoir 180 mètres. Traditionnellement, le carré long est un double carré. Pour le terrain de football des seniors, si la largeur est de 45 mètres, la longueur devrait être de 90 mètres. Selon le règlement, la longueur d'un terrain de football peut varier entre 90 et 120 mètres et la largeur entre 45 et 90 mètres. Ce n'est pas exactement un carré long, mais on peut considérer que cela s'en rapproche. S'y rapproche, disons pour un frère, elle écrit mal. Rappelons que le carré long symbolise le temple. Le ballon de football associe deux caractéristiques. C'est une approche sphérique et son dessin a l'apparence d'un pavé mosaïque. Vous savez ce que c'est que le pavé mosaïque, bien sûr, c'est le pavé du temple. Avec une association de pentagrammes et d'hexagrammes qui lui donne un contenu symbolique céleste. Le ballon est l'objet central du jeu. Il suscite l'attention et oblige à son éjection. Il doit être capté par une des deux équipes avec l'objectif final de le déposer à un endroit précis. Le ballon nous relie au XVIIIe siècle anglais, même si on le retrouve en Chine, un jeu qui s'apparente, et nous évoque le pavé mosaïque en lui donnant aussi un autre sens, celui d'objet de dévotion que l'on se doit de déposer dans l'espace sacré. Rien que ça. Les poteaux de la cage délimitent l'espace sacré. Les poteaux ne font-ils pas aussi penser aux deux colonnes d'un temple? Alors, d'un temple maçonnique, bien sûr, Jacquine et Boaz. Ensuite, le filet du but. Bien qu'il y ait deux filets, dans leur symbolique, ils ne sont qu'un. Ah bon? Le filet joue le rôle d'accès à l'espace sacré dans lequel on doit déposer le ballon, ou plutôt ce qu'il représente. On retrouve le contenu symbolique du filet, en particulier son sens d'accès vers le mystère de l'univers, tel qu'il est utilisé dans de nombreuses religions. Pourquoi pas? L'équipe composée de 11 joueurs. 11 est d'abord un nombre miroir et à ce titre, il correspond bien à l'idée de l'esprit d'équipe où les 11 ne forment qu'un. Oui, ou 2 ne forment qu'un aussi. Mais on peut aussi l'analyser comme 10 plus 1. 10 joueurs plus 1. Ce dernier, le gardien de but, a un statut particulier qui en fait plus qu'un joueur ordinaire. Il est le seul qui est autorisé à prendre le ballon dans ses mains. 10, c'est aussi le nombre des officiers dans une loge. La durée du match, demi-temps de 45 minutes espacée de 10 minutes. En franc-maçonnerie, 45, c'est le nombre de degrés pour l'ouverture du compas. Tout se passe comme si le match de football était une épreuve rituelle permettant à une équipe de réaliser un rite de dévotion. À ce titre, on pourrait faire un parallèle avec la corrida qui, elle, concerne un rite sacrificiel. Là, je crois que tout est dit. Et effectivement, les joueurs, on pourrait dire les joueurs sont les prêtres qui officient, et le public est dans l'ignorance totale de la dimension rituelle. Il manque une dimension à tous ces gens, et pourtant ils participent émotionnellement en envoyant toute leur énergie. Vous voyez, la notion de dimension n'est pas qu'une notion géométrique. Ça n'a qu'un rapport indirect, mais peut-être pas vraiment. À quoi riment leurs gestes religieux sur le terrain? Eh bien, justement, on peut se demander. Avez-vous entendu parler des fullerènes? Eh bien, les fullerènes sont le troisième état du carbone entre amorphe et cristallin. Le carbone amorphe, c'est le graphite. Le carbone cristallin, c'est typiquement le diamant. Or, nos chers scientifiques ont réussi à créer une troisième phase du carbone en repliant un seul feuillet de graphène d'une épaisseur d'un atome sur lui-même. On peut refermer le feuillet sur lui-même de façon à faire une sphère. Mais pour cela, il faudra enlever quelques liaisons. Oui, sinon on aura toujours un cylindre. Donc en retirant de façon régulière et périodique un des segments de l'hexagone, on obtient donc un pentagone et on referme le feuillet sur lui-même. A. Plan de graphène. B. Fullerène. C. Nanotube. Le fullerène, dont le premier représentant a été identifié en 1985, est un édifice cristallin composé de 60 atomes de carbone formant des hexagones et des pentagones, structure analogue à celle du ballon de football. Et ça a obtenu le prix Nobel de chimie en 1996. C'est le C60.
Alors ce ballon de football, ce foot-baleine, géométriquement, c'est une des formes de l'icosaèdre. Faisons une petite incursion en géométrie, voulez-vous ? Ballon de football. Le ballon de football tel que normalisé par la FIFA a 32 faces. C'est un polyèdre appelé icosaèdre tronqué. En 70, lors du passage de la télévision à la couleur, Adidas conçoit le Telstar pour la Coupe du Monde, premier mondial retransmis en couleur. Ballon en noir et blanc pour le rendre plus visible à l'écran. Ce modèle bicolore s'impose rapidement, ça alors. Fabriqué à très grande échelle, dans le pays du tiers-monde pour la plupart, les ballons sont désormais le résultat de l'assemblage de pentagones et d'hexagones colorés, car paver la sphère uniquement par des hexagones réguliers n'est pas possible. Oui, ça c'était un problème mathématique, évidemment. L'indole est un composé organique aromatique hétérocyclique. 2 composants, hein. Il peut être décrit comme un cycle benzénique et un cycle pyrrole accolés. Alors le cycle benzénique renvoie au carbone et est hexagonal, et le cycle pyrrole renvoie à un autre composant et il est pentagonal. Alors je cherche un petit peu des structures chimiques ou biologiques, icosaédriques, et je tombe là-dessus. CNRS physique. Comment s'assemble un virus icosaédrique ? Un virus ? Eh oui, chers amis. En haut, on a des photos, là, sur le haut de la page, et puis en bas, on a la modélisation avec des couleurs. Et voici la symétrie icosaédrique des virus. A, l'icosaèdre régulier, B, le dodécaèdre régulier, et E2, un capside à 3 basse résolution. Un hexagone qui est formé de ses pétales orange et rose, et un pentagone formé de ses pétales bleus. C'est une modélisation, hein. Nature communication, c'est toujours la même chose. Des énigmes structurelles en virologie résolues grâce à un principe de conception icosaédrique globale. Les virus ont développé des conteneurs protéiques dotés d'un large spectre d'architecture icosaédrique pour protéger leur matériel génétique. Les contraintes géométriques définissant ces conceptions de conteneurs et leurs implications pour l'évolution virale, deux mensonges en une phrase là, sont des problèmes ouverts en virologie. Regardez le pavage là, regardez ça. Bien que ce soit un icosaèdre régulier, on a quand même la structure du ballon de foot. Sauf que les petits trucs rouges là, pour que ce soit un ballon de foot, il faut leur enlever une arête. Alors regardons-les un petit peu, ces ballons de football. Tout d'abord le ballon classique, 70. Et puis ceux-là, on en trouve de différentes sortes. Regardez bien, il n'est plus noir et blanc, ces pentagones ne sont plus noirs, ils sont blancs. Mais on a cette forme qui décrit à la fois un triangle et un cercle. Il y a plus d'un titre. À l'intérieur du motif en triangle fin, si j'ose dire, il y a à la fois un triskel, un disque percé et une sorte de maillage. Et ça se décline. Regardez, celui-ci est des plus simples. Celui-ci de style aztèque. Regardez, il y a des grecs. Hein, ces motifs, on les appelle des grecs. Et puis une espèce de petite pyramide. Une pyramide aztèque, comme une petite crotte, comme une petite tour de Babel à 3 étages. Un ballon mexicain, sans blague. Puis on a celui-là, étrusque, avec un motif de vague et un motif d'espèce de lion également en triskel. Un motif à 3. Alors tout ça, c'est le même motif. C'est juste décliné. Il y a des graphistes qui sont payés pour. Hein. Mais ça, c'est du pur symbole. C'est du rituel, si vous voulez. Alors on a aussi d'autres types de ballons. Tenez celui-ci. Notre petite tour de Babel, notre petit étron à 3 étages là, s'inscrit dans un triangle. Ça c'est un ballon fait avec des triangles et non, c'est pas vraiment des triangles, ce sont des polygones à 4 faces et des triangles. Là nous avons aussi quelque chose d'assez complexe au niveau des coutures, mais nous voyons bien ce triangle avec un cercle à l'intérieur, au milieu de ces vagues. Ça, c'est encore du symbole, même si c'est un autre symbole. Un petit peu comme celui-ci, Adidas, toujours cette pyramide très opportune. Oui, elle est renversée, mais c'est une pyramide. Et ces vagues incompréhensibles. Et puis ceci. Alors celui-ci, il est absolument exemplaire. C'est le typique ballon de foot, mais il est blanc, il n'est pas bicolore. Et puis nous avons ce motif en triskel.
Alors celui-ci prend une grande place, il ne s'inscrit pas dans des petits triangles, dans de petits hexagones. Et puis vous verrez que le fond du ballon n'est pas blanc, mais c'est un treillage hexagonal. En fait, nous avons un feuillet de graphène, ni plus ni moins, qui a exactement la même structure. Nous venons de le voir que le filet de la cage, qui lui aussi est un feuillet de graphène d'une épaisseur d'1 atome. Tout ça, c'est du symbole. La science aussi, c'est du symbole. Enfin, c'est du rituel.